Bonsoir à tous. Bonsoir à vous et bonsoir à toutes et tous. Comme chaque dimanche, c'est l'heure du best-of de la semaine. Une semaine marquée par l'insolente réussite des basketteurs monégasques. Ils se sont joués de Grande Canaria et ont décroché leur ticket pour la finale de l'Eurocup. Spécialistes et supporters auront apprécié leurs prestations. La crise sanitaire a encore été au cœur de l'actualité. Nous avons dressé un bilan d'un an de Covid avec le président de l'Union des commerçants de Monaco et écouter les conseils de Joseph Cohen pour vivre cette crise avec philosophie. Il a également largement été question de congés cette semaine. Nous avons appris que les petits élèves de Monaco allaient bénéficier de 3 jours de congés supplémentaires les 17, 18 et 19 mai, alors que les vacances de printemps ont débuté vendredi avec 15 jours d'avance et il a fallu mettre en place des solutions de repli pour assurer la prise en charge des enfants. Voici le best-of de la semaine. Si les professeurs avaient dû venir chez nous, absolument, on aurait dû accueillir leurs enfants à Monaco. Et donc, on aurait favorisé un flux d'enfants supplémentaires à Monaco. Donc, vous savez très bien que le mot d'ordre, c'est avant tout la santé. De toute façon, malheureusement, beaucoup vont devoir renoncer à leurs vacances parce qu'on ne peut pas, vous le savez très bien, partir en voyage actuellement. On ne peut pas s'éloigner à plus de 10 km à la ronde, à moins d'avoir un motif impérieux. Donc, on a essayé de prendre la moins mauvaise décision. Le centre de loisirs à La Turbie, effectivement, est fermé parce que nous n'avons pas eu les autorisations françaises et nous n'avons pas pu garder le centre de loisirs ouvert. Mais immédiatement, nous avons anticipé la chose et toutes les activités que les enfants du centre de loisirs âgés de 3 à 12 ans auraient pu faire à La Turbie, ils vont pouvoir le faire à Monaco. Mais on va mettre les moyens, on ne va pas lésiner sur les moyens. On a déjà la possibilité d'accueillir 250 enfants au centre de loisirs. On a aussi le passeport culture pour les plus grands, de 11 ans à 25 ans. Donc là aussi, c'est les jeunes, les adolescents et les plus grands pourront aussi utiliser le passeport culture. Il faut être tolérant, il faut s'aider les uns les autres. Je crois que c'est une volonté générale, que ce soit du gouvernement, que ce soit du Conseil national. Le tout, c'est d'être constructif et qu'on essaie de trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Nous, la PEM, on est toujours neutre, bien évidemment, on ne prend pas de parti, mais on remonte au gouvernement, à l'Éducation nationale, toutes les informations, toutes les suggestions que les parents nous communiquent, bien entendu. Dans la majorité des cas, les parents ont réagi très vite aussi, ont déjà inscrit leurs enfants, que ce soit pour le passeport culture, que ce soit pour tout ce que l'Éducation nationale a proposé et mis en place. Et aussi, il y a un effet de solidarité. Les oncles, les tantes, les grands-parents, les amis sont aussi mis à partie et aident les parents qui le souhaitent. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une grande solidarité entre les uns et les autres. Le système D a joué? Le système D, exactement. J'ai vécu pendant des mois là-bas, que ce soit à Bicêtre ou à l'Archédé de Nice. Et j'ai constaté beaucoup de choses qui manquent dans les hôpitaux. On a de très bons hôpitaux, c'est des hôpitaux publics, les meilleurs chercheurs du monde. Mais malheureusement, ça ne suit pas à côté. Alors j'ai décidé avec des amis de monter cette association pour venir en aide pour l'amélioration des quotidiens des enfants malades, des soignants, des médecins, pour soutenir la recherche, pour sensibiliser du don d'organes, parce que toutes ces maladies rares, que ce soit le foie, le cancer, tous, ils ont besoin de don d'organes, que ce soit don du sang ou de don d'organes, et soutenir les parents financièrement et moralement. Cette épidémie aura des effets, et je le crains, dévastateurs pour beaucoup de nos concitoyens, mais en même temps, je trouve aussi que la philosophie doit pouvoir nous fournir ce que j'appellerais des lignes de fuite qui nous permettront de redéfinir notre subjectivité à l'aune d'une responsabilité entièrement renouvelée. Il se trouve que nous sommes confrontés à une nécessité et même un désir, je dirais, de changer, de transformer à la fois notre quotidien, mais aussi notre socialité pour préserver l'avenir de nos enfants, de nos anciens, mais aussi préserver notre propre avenir. Heureusement que le gouvernement nous a écoutés et on est capable de respecter les règles sanitaires dans tous les commerces.
L'État est capable de le faire respecter aussi, ces règles sanitaires. Et ça nous a permis de rester ouverts, ça nous a sauvés au mois de novembre et ça nous sauve aujourd'hui. Et malheureusement aujourd'hui, on est enclavé entre la France et l'Italie. Mais vous voyez bien que les chiffres à Monaco et le fait que les commerçants soient compétents, raisonnables et que le gouvernement soit efficace, on aurait pu ouvrir depuis pratiquement un mois. Avec des règles sanitaires, mais on aurait pu ouvrir. C'est difficile parce que personne n'arrive à se projeter, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de cette crise, on voit bien que cette crise est dans le temps long. Malheureusement, on voit bien qu'il faut prévoir des modifications fondamentales des manières de travailler. Mais le point positif, c'est que grâce aux aides du gouvernement, grâce au confinement moins strict chez nous et à une certaine liberté, on sauve les meubles et c'est le cas d'une majorité des commerçants. Il y a évidemment, malheureusement, toujours des commerçants qui sont directement impactés par ce tourisme international qui n'existe pas. Je pense à tous les gens qui sont dans l'événementiel, tous les gens qui s'occupent de mariage, tous les gens qui s'occupent de croisières, tous les gens qui s'occupent, vous voyez, magasins de souvenirs. C'est dramatique pour ces gens-là et il faut vraiment avoir des visions à long terme pour les aider parce que la crise ne passera pas pour eux ni cet été ni à la fin de l'année. Il faut vraiment avoir une vision à long terme. C'est devenu un symbole partout pour tous les gens qui pratiquent le sport, en particulier, comme je le disais, dans les fédérations internationales, un peu partout sur la planète, pratiquement tous les pays, puisqu'on travaille avec plus de 100 pays aujourd'hui, avec 70 fédérations internationales. Et donc cette année, c'est encore plus important, je pense, de montrer que même si on ne peut pas se déplacer beaucoup avec le Covid, on peut continuer à pratiquer le sport d'une certaine façon et on peut préparer le moment où finalement on pourra de nouveau être ensemble, mais être ensemble pour vivre ensemble de la meilleure façon possible, parce qu'on comprend la différence, parce qu'on respecte les différences, qu'elles soient culturelles, politiques, ethniques ou sociales ou religieuses. Vous voyez Lionel Messi jouer en ce moment, vous verrez qu'il se porte bien, mais Didier Drogba se porte des ambassadeurs, Didier très bien Drogba aussi, et toutes les autres stars comme Sia Colissi, Marlène Arnois qui est très active ici, Pierre Frolla qui est la star locale, je dirais, à Monaco. Tous ces gens-là sont actifs et ils portent tous haut les couleurs de Peace & Sport et en particulier la couleur blanche. Zvezdan Mitrovic est connu pour ça. Il n'a pas d'état d'âme à prendre des risques et à mettre sur le terrain des joueurs parce qu'il le sent, parce que c'est un vrai coach. Je crois que ça fait un moment que la Roca Team, j'allais dire la SM, monte en régime au niveau européen. Et à partir de là, on est clairement dans une comment dire, il y a une forme de confiance. Ils sont habitués à voyager, ils sont habitués à ce type de match coup près. Maintenant, en face, c'est le cas aussi. Et en face, c'est le cas d'une équipe qui a raté son début de saison. Beaucoup de blessés, la pandémie, etc., etc. Mais voilà, en tout cas, ce sont deux équipes qui ont un niveau d'expérience intéressant. Et c'est pour ça que ce sont des matchs qui valent l'Euroleague. Mais pour nous, basketteurs, Monaco, ça fait partie de l'histoire de notre championnat, de notre quotidien. Et c'est un club qui a une histoire extraordinaire dans notre championnat. Donc, bien sûr que je vais soutenir Monaco. Et je pense qu'il y aura un dernier match. Oui, pourquoi pas aller au bout, vous savez. La partie mentale, au-delà de la partie physique, technico-tactique, est tellement importante. Ça a été dur contre Podgorica. Ça sera dur contre Gran Canaria. Ça fait rien si c'est dur la finale, il faut juste à gagner. Ça a été fabuleux de voir remonter jusqu'en Pro A et de côtoyer les sommets, d'être leader du championnat depuis quelques années régulièrement, de gagner 3 Leaders Cup, de pouvoir partir à Athènes, faire le Final Four de la Champions League, c'était déjà en 2018, de jouer en finale contre l'AEK Athènes dans une salle pleine à craquer de supporters grecs dans une ambiance incroyable et de perdre malheureusement de quelques points. Mais on a vécu des émotions extraordinaires et ce qui est fabuleux, c'est de savoir qu'on peut continuer à en vivre des aussi belles, voire plus belles. Il est certain qu'aujourd'hui, qu'avec les mesures imposées par les différents gouvernements, nous devons impérativement, nous, avoir comme objectif premier, donc je pourrais dire la sécurité de nos invités et de mes équipes.
C'est la raison pour laquelle nous travaillons d'ores et déjà, et depuis de longs mois, avec le Grimaldi Forum, en collaboration avec le Grimaldi Forum, pour mettre en place toutes les mesures sanitaires possibles pour organiser cet événement dans les meilleures conditions. On peut d'ores et déjà indiquer très clairement que ça ne sera pas dans les mêmes conditions que par le passé. Déjà, la fan zone n'aura pas la fan zone. On sait déjà qu'il ne sera pas possible d'accueillir 200 à 300 personnes derrière les barrières. Donc, il va falloir qu'on mette en place... Bon, déjà, il y aura des distanciations. Il va falloir qu'on mette en place, je pense, un système de roulement pour que toutes les personnes qui viennent assister au festival puissent avoir, je pourrais dire, la joie de rencontrer leur star préférée. Donc on va voir comment nous allons travailler pour pouvoir justement essayer quand même de donner toujours un côté festif à cette manifestation. Mon inquiétude, c'est la possibilité de redonner à nos invités la possibilité de se déplacer librement et de pouvoir venir en principauté du 18 au 22 juin. Aujourd'hui, c'est ma grosse préoccupation, c'est celle-ci. C'est pas facile de travailler dans l'événementiel en pratiquant du télétravail, des fois pendant des mois à 80%. Alors chaque fois qu'on essaie de revenir à une présence de 2 ou 3 jours par semaine, il y avait des mesures importantes qui étaient mises en application dans le pays voisin, donc on repassait à un jour de présence au bureau. Rien que ça, c'est pas évident, parce que le jour où vous allez passer au bureau, c'est un jour de réunion. Vous n'avez même pas le temps d'avancer clairement sur les dossiers. Et je parle pour tous les événements de Monaco Mediax. Donc je dis, ce n'est pas une remise en question, la crise du Covid nous a obligés à nous réinventer. Qui dit best-of de la semaine dit best-of des réseaux sociaux. De l'art, de l'amour avec un grand A, avec nos petits amis à 4 pattes, des prouesses sportives aussi. Voici ce que l'équipe des réseaux de Monaco Info a repéré pour vous. Like a stampede. They love that music. Play it again for them, so I'll give them another tune. Une technique qui ajoute certainement une saveur supplémentaire. C'est ainsi que se referme le best-of de la semaine. Nous nous quittons en photo une semaine avec les clichés de Michael Alési, Stéphane Dana et Manuel Vitali. Lundi à 19 h, vous retrouverez Fabien Bonilla. Bonne fin de week-end à vous.